Bonjour, Prague. Là, vous voyez ce que c'est. Les vannes du genre tchèque en blanc seront rigoureusement interdites au cours du quart d'heure qui va suivre. Même si les tchèques se sont parfois retrouvés pas mal à découvert. Je m'excuse. Oui, je m'excuse tout seul parce que j'ai pas besoin de votre pardon. Ce dont on va avoir besoin en revanche, c'est de savoir si les nations peuvent disparaître et si elles sont condamnées à se dissoudre au profit des empires. Mais ça, vous le saurez en regardant la suite. Ultime étape de mon voyage, Prague m'a tout de suite fait une impression très particulière. On dirait Paris, par les mauvais côtés. La circulation, la présence très forte de publicité et de commerce. Bon, vous allez me dire, à Vienne ou Budapest, on voyait également tout cela. Mais Prague n'a pas l'aspect ville-musée de Vienne et n'est pas parsemé de tranchées de construction comme Budapest en ce mois de septembre 2013. Contrairement aux 3 autres étapes de mon périple, Prague n'a pas été fondée par les Romains, bien que située dans une province connue de ceux-ci, où vivait le peuple des Boïens, d'où le nom de Bohême. En fait, Prague naît au Xe siècle, et dès lors, elle a cette double identité slave et germanique. Elle est fondée certes par des Slaves occidentaux, à une époque où les futurs Tchèques sont assez peu distincts des Polonais de l'époque, mais dès la fin du Xe siècle, Prague est intégrée à l'Empire germanique, qui est lui-même descendant de la partie orientale de l'Empire de Charlemagne. C'est à partir de ce point que commence la grande interrogation que l'on peut avoir sur cette ville et cette nation d'Europe centrale, ces Tchèques qui ont fait partie d'une civilisation magnifique parce qu'ils étaient intégrés au monde allemand. Que doivent-ils à leurs voisins slaves à l'Est, en dehors de leur langue bien sûr, dont on a vu à l'épisode précédent qu'elle est très proche de celle des Slovaques. Cette entrée de Prague dans le monde germain va être l'occasion d'un formidable développement de la ville, puisqu'elle deviendra tout bonnement la capitale de l'Empire au XIVe siècle. Le souverain Charles V y bâtit l'une des premières universités allemandes, et toute une ville nouvelle se développe, avec notamment cette porte... Attendez. Ils sont vivants! Bon, sérieusement, toujours au XIVe siècle, est commencée la cathédrale Saint-Guy de Prague, de style gothique. Et à tous ceux qui nous diront qu'il est bien normal que cet ouvrage fût gothique puisque construit sous un empire allemand, je vous invite à réviser quelque peu pour apprendre que le style gothique est en fait français. Cette cathédrale est perchée sur le château de Prague, qui lui daterait des débuts de la ville. Et quand je dis perché, c'est bien perché. Vous voyez les escaliers qui y mènent. Et maintenant, multipliez ça par 2. En fait, à Prague en ce temps-là, ce n'était pas que le temps des cathédrales, mais aussi des synagogues. Une synagogue pragoise, ça peut ressembler à ça. Et là, je me dis que je suis déçu. Alors que je croyais qu'ils dominaient le monde et tout, et les voilà avec des bâtisses aussi petites quand même, hein. Enfin bon, sérieusement à nouveau, au XVe siècle, une hérésie inspirée par le théologien Jan Hus, en opposition à l'église catholique romaine, s'empare de la ville. Une guerre assez violente ligua les états de l'Empire germanique contre les Tchèques hussites, qui finirent par s'effondrer. Ils avaient pourtant réussi à résister pendant près d'une quinzaine d'années grâce aux tactiques de Jan Žižka. Les Tchèques, autrement dit le royaume de Bohême, s'obstineront à garder des souverains distincts de ceux de l'Empire germanique, allant par exemple jusqu'à choisir pour roi ceux de la dynastie polonaise des Jagellons. Cela durera jusqu'à ce que la Bohême soit directement rattachée au XVIe siècle aux Habsbourg, qui resteront 400 ans. Pourtant, les Tchèques ne sont pas d'un naturel soumis. Les Tchèques, ils font plein de choses, comme se balader avec des drapeaux, jouer de la musique, et avec plein de touristes pour les suivre. Les gens sont vraiment des moutons quand même, hein. D'ailleurs, je vais les suivre pour voir jusqu'où ils vont. Revenons aux choses sérieuses. Prague recommencera à manier les armes au XVIIe siècle, car en 1618, les princes protestants renversent les gouverneurs catholiques et autrichiens au sens figuré comme au sens propre. Ce furent les défenestrations de Prague. La Bohême, alors protestante, se proclame souveraine et ses troupes se massent même aux portes de Vienne, d'où elles sont repoussées. Ce sera le début de la guerre de 30 ans, où les États allemands s'affronteront entre eux, avec les Autrichiens et les Espagnols en renfort des catholiques, et les Suédois, les Hollandais et même les Français, pourtant catholiques, au secours des protestants. Lorsque la guerre s'arrête en 1648, elle a dévasté toute l'Allemagne. Les Habsbourg, redevenus maîtres de la ville, ne la négligeront pas. Bien que les Tchèques ne deviendront pas une couronne à part entière
comme les Hongrois en 1867, ils auront la possibilité de développer leurs symboles nationaux. Ainsi, la place Venceslas, ancien marché aux chevaux datant du Moyen-Âge, est ornée depuis le milieu du 19e siècle de la statue du saint patron de la Bohême. Le musée national de Prague, lui aussi initié sous le grand siècle de l'Empire Habsbourg, conclut la place derrière la statue. À mon grand regret, son bâtiment principal était en travaux au moins jusqu'en 2015. Les sections visitables abritaient des expositions sur l'Empire austro-hongrois. L'attitude des Tchèques par rapport à la défunte monarchie Habsbourg est assez ambiguë. Certes, il y eut les répressions successives des XVIe et XVIIe siècles, ainsi que la révolte de Prague en 1848, la même année que Vienne. Mais à long terme, la nation tchèque a bénéficié d'une relative liberté culturelle. La famille Habsbourg a laissé aujourd'hui un souvenir plutôt positif, ce qui explique qu'on retrouve leur tête couronnée dans le patrimoine local au même titre que les rois bohémiens. Par comparaison, on verra plus tard que les dirigeants dits communistes de la Tchécoslovaquie soumise à l'URSS ont été totalement retirés de la vue du tourisme, ou presque. Et pourtant, leur pouvoir n'était pas moins démocratique, ni plus étranger que celui des monarques impériaux. Lorsque je parle de la relative liberté culturelle des Tchèques au XIXe siècle, il faut relativiser sur un point. La langue tchèque, et donc l'identité nationale de ce peuple, était menacée par la démographie des Allemands. Vers 1900, un tiers des habitants de la Bohême étaient de langue allemande. L'Allemagne voisine connaissait une telle croissance démographique au siècle écoulé que Marx et Engels, vers 1849, prédisaient que les Tchèques disparaîtraient en tant que nation moribonde. Les anti-marxistes ont cru que les barbus communistes souhaitaient un génocide des Slaves. En fait, ils annonçaient seulement que les Tchèques, mais aussi les Slovaques, et peut-être aussi les Polonais, seraient engloutis sous la masse et la domination culturelle et économique germanophone, mais aussi des Hongrois. Comme les Bretons par exemple, ont été engloutis dans la France. La seule nation slave qui paraissait robuste aux yeux des fondateurs du marxisme, c'était la Russie. Et c'est justement en ce début du XXe siècle que la Russie entra de plein pied dans l'histoire de la nation tchèque. Non pas que les nations slaves n'aient eu aucun lien entre elles auparavant. D'ailleurs, face au pan-germanisme dont il a été question dans la vidéo sur Vienne, s'était constituée une idéologie pan-slaviste qui voulait réunir tous les pays slaves en un seul. Mais en fait, cette idée était surtout un étendard de l'expansion russe vers les Balkans, et donc vers le détroit du Bosphore, si important pour la marine tsariste. Les Polonais et les Tchèques, trop occidentaux, trop germanisés, étaient un peu moins prioritaires du point de vue russe. Les Tchèques et les Slovaques deviendront cependant d'un grand intérêt pour l'Empire russe, puis la République de Russie en 1917, lorsque des prisonniers de guerre faits par les Russes aux dépens des troupes des Habsbourg seront reconvertis en légions tchécoslovaques. C'est là que naît l'idée de réunir les deux nations, les Slaves du nord de l'Empire Habsbourg, tchèques et slovaques, en une seule nation. Dès 1918, la nouvelle République tente de se bâtir un mémorial national, ici sur le mont Vidkov, qui rend hommage aux batailles menées aux côtés des Russes et des Alliés, et qui honore son soldat inconnu sur le modèle français. La suite, on la connaît. Après le long mandat du premier président tchécoslovaque, Tomáš Masaryk, c'est Edouard Beneš qui gouverne le pays à partir de 1935. 3 ans plus tard, Hitler réclama les terres de la minorité allemande. Fait marquant, la Russie, ou l'URSS plutôt à cette époque, fut absente au traité de Munich. Et l'absence du pôle russe fit que la Bohême se retrouva entièrement polarisée par l'Allemagne. La France, dont l'intervention dans les Balkans en 1918 avait porté un coup fatal aux Habsbourg, anéantit son prestige à Prague en abandonnant le pays aux nazis. Selon Édouard Daladier, président du Conseil français à l'époque, la France n'était pas prête à faire la guerre à l'Allemagne, mais les nazis, eux, étaient prêts à faire de la Bohême un protectorat. Les Slovaques, dont l'amitié avec leurs voisins slaves à l'ouest n'avait pas pris comme on l'a vu dans la vidéo sur Bratislava, ont obtenu leur indépendance en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Bohême connaîtra sa part d'exactions nazies, comme le massacre du village de Lidice suite à l'assassinat de l'officier nazi Heydrich. Elle aura aussi ses camps de concentration, comme Theresienstadt. Les nazis resteront présents jusqu'au mois de mai 1945. Malgré un soulèvement des Tchécoslovaques, ce sera l'armée rouge qui finalement libérera Prague. Et la Bohême retrouva ses frontières de 1938, réintégra la Slovaquie pour former la deuxième République tchécoslovaque, présidée à nouveau par Edouard Beneš. Mais le partage de l'Europe entre les Alliés donna le pays à l'armée rouge, présente en Slovaquie comme à Berlin. Comme nous l'avons vu, les Tchèques sont restés sur le fil entre les mondes germaniques et slaves au cours des 1000 dernières années. 1945 donna un avantage quasiment définitif aux Slaves. Les Soviétiques réglèrent le problème allemand en permettant aux Tchécoslovaques d'expulser les 3 millions de germanophones considérés comme complices des nazis. Cette expulsion, ainsi que la réquisition des biens des expulsés, sera officialisée par les décrets Beneš. Mais cela aurait-il eu lieu sans la présence de l'armée rouge ? Ce qui est certain, c'est que l'occupation soviétique, comme partout où elle a eu lieu, généra un régime satellite. Ce sera le coup de Prague en 1948, un coup d'État qui fera de la Tchécoslovaquie le dernier pays de la zone occupée par l'URSS à devenir une démocratie populaire. Le mémorial de Vidkov devint un lieu de réunion et un mausolée pour les dirigeants communistes, aux côtés des héros et des artistes nationaux. J'ai rencontré là un côté de Prague bien moins prisé des touristes
que les rues de la ville médiévale, ville où les références à l'époque soviétique sont bien peu présentes. En 1989, le régime s'effondra politiquement et l'économie, l'une des moins pauvres d'Europe de l'Est, tombera ensuite au cours des réformes. On ira jusqu'à retirer du mémorial les cendres de Klement Gottwald, le premier président de la République socialiste tchécoslovaque en 1948. Parmi ses nombreux musées, Prague compte un musée du communisme, que je n'ai pas honoré de ma présence. J'ai vu en revanche le mémorial aux victimes du dit communisme. Outre les statuts des humains qu'un régime totalitaire démembrait, le monument arbore des chiffres censés tout résumer. Plus de 200 000 personnes ont été internées sous le défunt régime et environ 5 000 ont été exécutées en 40 ans. Par comparaison, je me dis que Paris devrait, pour les mêmes ordres de grandeur, avoir un monument aux victimes de la répression de la Commune de Paris. Sans plaisanterie aucune, il est tout à fait normal qu'il y ait un monument rendant justice aux victimes des exactions du régime pro-soviétique. Mais il m'a moins semblé voir de monument évoquant le fait que, sans les peuples slaves de l'URSS, la nation tchèque aurait probablement sombré dans la mer allemande. Ceci dit, tous les Tchèques ne cherchent pas à purger le passé, et le Parti communiste tchèque et morave, le KSCM, faisait encore dans les années 2000 des scores à 2 chiffres. Après la fin de l'économie planifiée, la République tchèque, comme la Hongrie, ont retrouvé des croissances honnêtes à partir de 1992, avec leur population qualifiée et travaillant à coût modeste. Mais si on fait un bilan économique de ces 20 dernières années, on est très loin d'un miracle à la chinoise. Vers 2010, en termes de PIB par tête, les Hongrois et les Tchèques n'étaient que moitié plus riches qu'à la fin des années 1980, et avec plus d'inégalités sociales. Du point de vue du touriste occidental, un sentiment de richesse apparaît, tant les prix alimentaires semblent modestes. L'aéroport de Prague n'est pas misérable non plus, et c'est là que mon voyage prit fin. Pour conclure cette série, remarquons qu'on a vu 4 nations qui ont été membres de plusieurs empires. Sans même parler des Romains, il y eut l'Empire germanique, l'Empire des Habsbourg, l'Empire turc à Budapest, le Reich nazi, l'Empire soviétique. On peut rajouter l'OTAN aujourd'hui. Et les Tchèques ont failli être absorbés par les Autrichiens et les Allemands, mais tous les empires successifs ont disparu. Les nations ne sont pas éternelles, les empires le sont encore moins. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Hoch als Herrscher, hoch als Weiser, steht er in des Ruhmes Glanz. Liebe windet Lorbeerreiser, ihm zu ewig grünem Kranz.